Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. C'est le premier épisode de ce podcast, c'est un projet qui me tient à cœur depuis un petit moment, auquel j'ai beaucoup réfléchi. Et ça me fait tout bizarre de me dire que je suis en train enfin de le concrétiser. J'ai pas vraiment d'ambition pour l'instant, pas vraiment d'objectif très précis avec ce podcast. Le but c'est de discuter avec des gens, recueillir des témoignages, pour parler de choses qui ont marqué des vies et qui pourraient aider d'autres personnes à mieux s'en sortir dans la leur. Je m'appelle Fred, j'ai 28 ans au moment où j'enregistre cette intro. J'aime la musique, le vélo, les jeux vidéo, passer du temps avec mes amis, et j'ai une formation HES en travail social. Ce premier épisode, il traite d'angoisse, d'anxiété, de crise de panique, de remise en question de soi. Je l'ai enregistré avec Francesco. C'est un ami de longue date. On se connaît depuis très longtemps, donc il ne faut pas s'étonner si vous entendez quelques familiarités ou quelques petites références interpersonnelles des fois là-dedans. C'était une expérience assez intense pour moi parce que on se connaît depuis très longtemps et il y a certaines choses dont on parle que je connaissais déjà de lui et d'autres que j'entendais pour la première fois. Donc j'étais très ému par moments et c'est un beau témoignage intense à recueillir. On a enregistré cet épisode chez lui, en buvant une bière et en se regardant un petit peu dans le blanc des yeux. Francesco, c'est une personne que j'ai toujours beaucoup admirée, beaucoup respectée. C'est quelqu'un qui a énormément de talent dans ce qu'il fait, autant dans la musique que dans ses études, que maintenant dans son milieu professionnel de l'enseignement. Mais c'est aussi quelqu'un qui a appris à parler de ses fragilités, à parler de ses fêlures, et qu'en partageant ces choses-là, on devenait plus fort. Je le remercie infiniment pour son témoignage et j'espère qu'il pourra aider certaines personnes à comprendre mieux peut-être ce qui leur arrive et à trouver des outils pour s'en sortir, ou alors à comprendre les mécanismes qui se cachent derrière l'angoisse et l'anxiété. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute. Enfin, le plus vieux en tout cas dont je me rappelle, mais c'est un souvenir qui est venu après, c'est un truc où ça m'est arrivé une fois quand j'étais enfant. Et je sais que ça m'est arrivé qu'une seule fois, c'était une soirée où j'ai un souvenir assez fort de ça, où justement j'avais déjà cette angoisse qui était arrivée et tout, des problèmes, je me sentais plus respirer, etc. Enfin, j'étais en méga panique de ouf. Et j'étais enfant, je devais avoir, je sais pas, une dizaine d'années, un truc comme ça. Mais c'est marrant parce que quand j'en ai parlé à mes parents, ils se rappelaient pas du tout de ça. Okay. Et pourtant, moi, c'est quand même un truc qui m'a marqué. Enfin, en tout cas, je m'en suis rappelé et c'était un souvenir assez marquant. Après, ça a complètement disparu. Ça arrivait vraiment qu'une seule fois dans mon enfance, mais c'est revenu quand j'avais 18 ans. À ce moment-là, j'avais 19, je crois. 19. Je venais de finir l'uni, de finir ma première d'uni, et du coup, c'était à la suite de plusieurs événements qui m'étaient arrivés, qui étaient assez forts, qui m'avaient un peu marqué pour X et Y raisons, des trucs un peu d'amitié et autres, des grandes déceptions, un peu des espèces de grandes désillusions qui me sont arrivées un peu dans la figure d'un coup. Et je me rappelle que la première vraie crise d'angoisse que j'ai faite, qui m'a, disons, assez marqué, c'était... On était à Rome, à Saint-Pierre avec mon ex, et puis on montait dans le dôme de Saint-Pierre. On peut monter dans le dôme de Saint-Pierre pour aller tout en haut. Et puis c'est des couloirs méga exigus qui sont un peu de biais, on va dire. Et c'est vrai que tu peux pas tellement revenir en arrière, etc. Donc il y avait un truc vachement claustrophobique, de ouf, tu vois. Et là j'ai commencé à me sentir très mal et tout, machin. À plus pouvoir vraiment respirer, avoir du mal à déglutir et tout. Et du coup, bah, je me rappelle que ça passait pas, tu vois. C'était un truc qui restait. Je me sentais hyper mal. Je pouvais pas revenir en arrière. Je pouvais pas sortir du truc. Je devais forcément continuer à monter, arriver en haut. Il y avait déjà une espèce de petite libération, mais j'étais encore pire stressé. Puis le temps de descendre, bah, ça s'est redescendu un petit peu aussi. Et puis ça a été mieux après. Ça, cet épisode, il a duré vraiment ce temps-là. Après, il y a plus pendant un petit moment. Et cette même année-là, genre quelques semaines après, j'étais à Paléo. Et c'était un concert de Algi où j'étais tout devant, je me rappelle.
on était au milieu de la foule, méga foule et tout, il faisait hyper chaud et tout. Et puis du coup, un moment du concert, je me rappelle très distinctement qu'il y a eu des énormes basses qui sont arrivées, puis ça fait toujours vibrer un peu ce cage thoracique, etc. Ouais. Et du coup, ça a commencé à créer un peu justement ce même sentiment d'enfermement et de nouveau un peu claustro. Bon là, du coup, c'était plutôt agoraphobique, parce qu'il y avait plein de gens La autour. foule, ouais. Mais de nouveau ce sentiment d'enfermement, en fait, de pas pouvoir sortir. Et ça, c'est un truc qui revient tout le temps dans mes angoisses, mais on en parle un peu après. Et du coup, il y a ce truc où j'ai dû un peu m'enfuir en fait de la foule parce qu'il faisait très chaud, etc. Et j'ai dû me sortir de cette foule pour me poser à côté. Et j'étais vraiment de nouveau un peu en panique et tout. Où ça a commencé à vraiment me faire... où j'arrivais plus à reprendre mon souffle. J'étais complètement perdu. Je savais pas tellement... j'arrivais pas vraiment à reprendre mes esprits. Alors à ce moment-là, je sais qu'il y a des gens qui sont venus un peu voir comment j'allais, etc. Et puis à partir de là, ça s'est un peu calmé pendant quelques temps et ça a repris un peu de plus belle 2 mois après, vers le mois d'octobre, comme ça. Un moment où je me séparais justement de mon ex, etc. Donc du coup, c'était aussi, je pense, des questions un peu émotionnelles qui étaient liées à tout ça. Et puis, ça a commencé à être assez récurrent jusqu'à en devenir vraiment un peu handicapant. Du coup, ça a commencé... où je me suis retrouvé assez vite en fait dans un moment où je pouvais plus tellement je sais que je pouvais plus tellement suivre un cours à l'Uni sans devoir sortir parce que j'étais trop mal. Je pouvais plus tellement rester dans le métro, aller dans le bus, dans le métro, tout ça, ça me mettait des grosses angoisses, etc. Et j'avais toujours ce même sentiment d'enfermement en fait, c'est-à-dire être coincé à un endroit et pas avoir vraiment une porte de sortie qui soit très clair, tu vois. Le métro, ce qui me faisait flipper, c'était l'entre-arrêt, où tu peux pas sortir quand tu veux, tu vois. Dans les cours, c'était un peu la même chose. Alors oui, tu peux sortir quand tu veux, si tu veux, mais t'es quand même au milieu d'un cours que t'es censé suivre, etc. Tu vois, donc il y a quand même un côté où voilà, t'es dans une activité, t'es dans quelque chose que t'es en train de faire, et c'est comme si je le vivais comme un enfermement, en fait, comme d'être coincé dans un truc, en fait. Et du coup, c'est venu après sur plein d'autres situations, tu vois, par exemple les concerts, les trucs comme ça. Il y a ce côté où alors là, t'es moins enfermé parce que t'es sur une scène relativement grande, etc. Donc mais t'es quand même. Quand toi, tu fais le concert. Quand toi, tu joues le concert, exactement. Quand tu joues le concert sur scène, en fait, ce qui se passe, c'est que t'es quand même entre guillemets enfermé dans ton activité, c'est-à-dire que jusqu'à la fin du concert, il y a l'aspect où tu pas trop censé te barrer au milieu t'es pas trop censé sortir, etc., tu vois. Donc du coup, ça crée ce sentiment où c'est comme si il manquait cette porte de sortie, où t'as l'impression que tu peux pas te barrer, et ce pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que moi, je sais que c'était très lié notamment au fait de comment les gens allaient voir ça. C'est-à-dire, si je me casse au milieu d'un concert, par exemple, comment les gens vont voir ce truc, tu vois. Que ce soit les gens du public ou que ce soit les gens du groupe, comme vous, par exemple. Tu vois, comment est-ce que les gens vont voir ça si je dois me barrer au milieu du concert et comme ça, tu vois, par exemple. Et c'est vrai que c'est un truc qui faisait monter énormément la tension et qui probablement faisait un peu effet boule de neige avec toutes ces angoisses, etc. Et du coup, c'était vachement difficile en fait à gérer sur le moment. Et je sais pas si tu te rappelles, il y a un temps où je prenais un peu de Temesta, justement, ces petits médics que tu prends pour calmer des crises d'angoisse. C'est un truc que tu prends vraiment sur le moment et qui sont censés du coup arrêter un peu la crise d'angoisse qui est en chemin. Ouais. Et c'est un truc un peu ponctuel, c'est pas un médicament que tu prends sur le long terme. Et du coup, ce qui s'est passé en fait, c'est que il y a un concert où j'ai commencé à prendre ce truc-là et ça a créé en fait une espèce de nouvelle angoisse qui était, si je prends pas ce truc maintenant à chaque concert, est-ce que je vais réussir à faire mon concert? Ouais, je peux pas faire de concert si j'ai pas le Temesta. Ouais, exact. Ça créait ce truc, une espèce de... Ouais, presque une espèce de dépendance directe en fait à ce truc-là, qui est pas une dépendance physique, mais qui était une dépendance vraiment psychologique, de se dire, ok, est-ce que si j'ai pas ce truc, je vais réussir à faire ce que je dois faire? Et du coup, c'était pareil un peu à l'Uni, tu vois, j'avais du mal à vraiment à gérer ces cours, je devais sortir souvent, etc. Puis j'ai commencé aussi après à développer un peu des techniques pour me sortir de tout ça, à me dire, ok, je me mets toujours sur le banc à côté de la porte, tu vois, toujours prêt à sortir, en fait. Je dois me mettre près des sorties pour pouvoir m'enfuir, en fait, au cas où. C'est vraiment un peu
ce réflexe un peu animal de la peur de s'enfuir, en fait. Ok. Et pour gérer un peu ce truc-là, alors j'ai commencé à voir un médecin, puis j'en ai vu après un deuxième, où j'ai appris à faire du coup des exercices d'auto-hypnose qui sont notamment liés à la respiration, où tu apprends à contrôler ta respiration, etc., à te mettre dans des états de bien-être, etc., quand tu es chez toi, pour après, du coup, quand tu es en situation un peu de stress, ben, tu réappliques ces exercices et normalement, ça te calme un peu. Ça a marché un moment. Après, ce premier médecin, justement, m'a filé cet Temesta, un petit peu sans vraiment m'expliquer comment ça fonctionnait, quels étaient un peu les risques aussi liés à ce truc-là, parce que c'est pas non plus un truc anodin, c'est quand même un truc justement, bah, tu vois, moi ça a créé cette espèce de dépendance immédiate ou de peur en plus, tu vois, donc c'est quand même quelque chose qui a pas du tout été mis en contexte pour moi à ce moment-là, donc c'était assez compliqué à gérer. Et puis à ce moment-là, j'ai changé de médecin, je suis allé chez quelqu'un d'autre et avec qui j'ai beaucoup plus été dans la parole, dans le fait de parler, échanger des choses, etc. C'était presque une sorte de séance psy, quoi. Presque comme si j'étais avec un psy, en fait. Et du coup, tout ça, ça m'a aidé petit à petit. Et j'ai pu un peu reconstruire la confiance avec différentes techniques, différents trucs, etc. Et par exemple, j'ai une anecdote assez drôle, c'est que j'ai eu une technique pendant longtemps, un truc assez absurde, mais qui au final marchait bien pour moi. Après, chacun a vraiment une manière différente de faire. Mais c'est que moi, souvent, mes symptômes quand j'ai des crises, c'est que je commence à me serrer énormément. Ça me serre beaucoup au niveau de la gorge. Donc ça a cet effet où j'ai du mal à respirer, etc. Puis ça a cet effet un petit peu où ça me donne un peu des hauts le cœur, comme si on t'appuyait un peu au fond de la gorge. Donc c'est hyper désagréable. Et puis il y avait ce truc où je sentais à chaque fois à la fin des crises que je me détendais à un moment très précis et qui est assez drôle, c'est quand je réussissais à nouveau, attention, à roter. Ah ouais. Pourquoi ? Parce que en fait ça se détend et t'as le gaz qui sort du coup, et puis en fait, et je sentais ce truc là, le fait de pouvoir lâcher un rot, en gros, c'était une espèce d'indicateur pour moi que la crise se terminait et que j'arrivais au bout. Donc avec cette espèce d'indicateur là, j'ai commencé à créer un truc où quand je sentais qu'il y avait des situations un peu stressantes et autres, je buvais genre du coca ou des trucs comme ça, parce que du coup ça me faisait roter, etc. Et du coup ça rassurait, si tu veux, dans le fait que du coup voilà, l'air passe, etc. Et que du coup ça allait en fait, parce que c'était lié un peu à ces fins de crise, à un sentiment un peu de ok, c'est en train de se terminer ce machin. Une forme de conditionnement un peu lié à l'acte de roter, du coup. Ouais, exact. Un truc vraiment pavlovien, un peu, vraiment. Pur conditionnement de Pavlov, genre vraiment à 100%. Donc du coup, c'est assez marrant, tu vois, comme anecdote, mais ça montre que t'as vraiment, ça tient vraiment à pas grand-chose, en fait, ces trucs-là. Et du coup, bah, je sais qu'un temps, j'avais un peu abandonné ces trucs de coca et autres, mais que j'avais toujours avec moi une espèce de petite fiole, enfin, c'était pas vraiment une fiole, avec du bicarbonate de soude que je foutais dans un peu d'eau, etc. Et puis que je buvais parce que du coup, bah, ça fait arrêter et tout. Donc j'étais vraiment une espèce de dealer avec mon bicarbonate de soude dans la poche de ma veste, où j'avais ce truc-là. Mais c'était un peu... En fait, c'était marrant parce que c'était un peu aussi le fait d'avoir ce truc avec moi. C'était rassurant en fait, par le fait que tu vois que j'avais ce truc au cas où, tu vois, je savais que j'avais ce machin qui allait pouvoir du coup me faire un peu roter et que du coup ça allait me faire entre guillemets du bien par rapport à ces crises. Donc c'est vraiment un truc, et je te jure que quand j'avais pas ce machin, je me sentais pas bien, tu vois, parce que je pouvais pas avoir ce relief un peu, enfin ce truc qui allait me rassurer, tu vois, me faire du bien en fait. Et si on fait un méga raccourci, tes crises d'angoisse étaient liées à avoir un truc de bicarbonate de soude sur toi à un moment. Bah, alors, pas les crises d'angoisse en elles-mêmes, mais disons, en tout cas, le fait d'avoir un truc de bicarbonate sur moi, ça me rassurait. Après, c'est pas dingue. Ça qui générait ou pas des crises ou qui empêchait ou quoi les crises, évidemment. C'est des trucs beaucoup plus complexes et beaucoup plus profonds. Mais ça me rassurait en tout cas d'avoir ce truc-là. Ça a tenu un moment, j'ai commencé à arrêter, tiens, très beau paradoxe. J'ai arrêté d'avoir des crises régulières, etc. J'ai commencé à aller mieux par rapport à ça. Et puis il y a eu après toute une longue période où j'ai plus du tout eu quasiment de crise d'angoisse pendant très longtemps. Et puis j'ai commencé aussi à avoir un psy petit à petit, à discuter un peu, parce que j'avais compris aussi qu'il y avait beaucoup de choses que je devais régler personnellement sur
justement le regard des autres, sur comment moi je me vois, et c'est des trucs qui sont pas encore d'ailleurs tout à fait réglés, tu vois, sur voilà comment moi je me vois, quelles sont mes valeurs, comment qu'est-ce que j'accepte ou pas, qu'est-ce que je veux présenter aux autres ou pas, qu'est-ce que j'assume ou pas. Donc on a fait un petit travail de fond. Et puis fast forward un peu, on est arrivé en 2020, donc l'année passée, et je venais de terminer un peu ma thérapie avec mon psy. On avait fait 3 ans ensemble, on s'était dit bon bah vas-y, on peut poser un peu le machin, normalement ça va, enfin on a fait des progrès, etc. Bah, on peut arrêter un peu, clore la thérapie pour l'instant. Et ce qui s'est passé, c'est que 6 mois plus tard, je me suis retrouvé à être assez stressé. Je faisais énormément de choses dans ma vie à ce moment-là. J'étais vraiment sur tous les fronts. J'avais mes études que j'étais en train de faire. J'étais à la HEP, en train de faire mon 2e master, et puis en train de bosser à fond là-dedans. J'avais mes stages à l'école, etc. Donc assez stressant en même temps. De l'autre côté, je faisais de la musique nuit et jour, que ce soit en solo à la maison, que ce soit avec le groupe Dive, avec notre projet qu'on avait de jazz aussi, Mantis, machin, enfin bref, plein de projets en même temps, énormément de concerts aussi en même temps, plein de trucs, etc., où je découvrais aussi ce monde du Peura, des choses comme ça. Beaucoup du coup de pression, beaucoup sous les feux de la rampe, on va dire, etc. Et puis je me mettais un peu une grosse pression moi-même aussi, à partir du moment où j'ai commencé à faire de la musique seule, où du coup je me suis mis des standards qui étaient hyper élevés. J'ai commencé aussi à avoir des espèces de fantasmes, on va dire, par rapport à ce truc de musique, de voilà, est-ce que je vais pouvoir peut-être en faire un truc. Et puis en même temps, tu vois, j'étais à la HEP en train de bosser pour faire mon boulot, enfin voilà, devenir prof comme je suis maintenant. Donc c'était vraiment un moment où en fait j'avais pas une seule seconde pour me poser. J'étais vraiment tout le temps en train de faire des trucs, et je pense que je m'anesthésiais aussi un petit peu avec ça. C'est-à-dire que tu vois, je faisais de la musique pendant 10 heures d'affilée à la maison, dans ma cuisine, en fumant 1 million de clopes. Et puis je finissais ça à 2h du matin, je fermais mon ordi après des sessions comme ça, et puis je me retrouvais à être pendant encore 3 heures sur mon tel, à regarder des vidéos YouTube, des machins, des trucs, etc., à me lever le matin, enfin bref, c'était une période où j'étais en fait, c'était un trop plein, j'avais beaucoup trop sur moi. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que du coup, il y a eu cette fameuse grande crise qu'on connaît tous maintenant du El Grande Covid. Et du coup, il y a eu aussi, disons que ça a été un moment quand même assez particulier, parce que j'ai commencé à refaire un petit peu une crise. J'ai fait une première crise où j'étais en date avec une fille, où du coup j'étais hyper stressé par rapport à ce truc, etc., par rapport à ce rendez-vous et tout, parce que c'était important et tout pour moi. J'ai commencé à stresser à fond parce que je me disais voilà, comment est-ce qu'elle va me voir, etc. De nouveau, toujours ces trucs par rapport à soi-même, à la vision de soi, au regard des autres, etc. Et en plus, c'était saupoudré de tout ce contexte, du coup, enfin entouré de tout ce contexte du coup dont je viens de parler. Et puis ce jour-là, j'ai refait une crise. Cette fois, c'est arrivé un petit peu différemment. J'ai fait aussi une crise d'hyperventilation. Donc du coup, tu respires trop vite, tu t'oxygènes beaucoup trop et tu commences à tourner de l'œil, littéralement. Enfin, tu commences un peu à moitié à t'évanouir. Donc c'était assez flippant, mais c'était la première fois que je faisais ça. Donc en plus, je savais que c'était une crise d'angoisse, mais l'hyperventilation, je l'avais jamais fait. Donc ça m'a fait flipper à fond. Donc ça a renforcé encore à fond le machin. Et du coup, je me suis retrouvé à partir de ce moment-là à avoir de nouveau un peu des crises qui sont arrivées. Et tout d'un coup, il y a eu la nouvelle du lockdown, du premier confinement, du coup 13 mars 2020. Ouais. Et là, ça a été un peu une espèce de coup de massue, en fait, dans le sens où je pense que c'était beaucoup lié au contexte aussi, enfin pas que mon contexte personnel, mais aussi au contexte mondial simplement. Tu vois, on avait ce truc, on savait pas ce que c'était, on avait l'impression que c'était un truc hyper, enfin ça apparaissait comme un truc quand même hyper dangereux, une espèce de crise de fou, tu vois. Super anxiogène, ouais, sur le moment. C'était affreux, tu vois. Il y avait effectivement, c'était anxiogène de fou. Il y avait tu vois, on savait rien de rien là-dessus. Ouais. On avait 1000 millions de sons de cloche différents, etc. Et puis, c'était en plus de ça, parallèlement à ça, ma sœur venait de partir au Canada, donc du coup, je m'en faisais aussi beaucoup pour elle, etc. Je me disais, voilà, est-ce que comment ça va se passer avec elle là-bas, toute seule, cette crise, ce machin, et si elle reste confinée là-bas, machin, enfin bref. Alors, finalement, elle est revenue, donc
c'était rassurant, mais c'est vrai que ça a été lié à un contexte hyper anxiogène, en plus du fait d'avoir tout le contexte personnel derrière. Donc c'est vrai que ça c'était assez compliqué. C'était assez compliqué à gérer. Et là, j'ai eu vraiment une espèce de presque un burn-out en fait. Presque un burn-out. Je pense que c'était une espèce de burn-out un peu personnel, tu vois. Pas forcément lié à la quantité de travail que je faisais, mais vraiment purement dans le nombre d'informations que j'avais en tête, le nombre de pensées que j'avais, le nombre de trucs pour lesquels je me faisais du mouron ou auxquels je réfléchissais, à tous les scénarios que je me faisais aussi dans ma tête, etc., sur ce qui pouvait mal se passer ou pas, etc. Et je pense que ça a été une espèce de burn-out de fou, quoi. Et du coup, je me suis complètement effondré à un moment. Et j'ai commencé à aller très très mal. C'était aussi un moment où j'avais peu de confiance en l'avenir, entre guillemets, dans le sens où je savais plus tellement ce que je voulais faire. Je me posais beaucoup de questions sur qu'est-ce que je faisais, est-ce que j'étais sur le bon chemin, est-ce que vraiment devenir prof c'est ce que je voulais, etc. Qu'est-ce que je faisais avec la musique aussi. C'était un moment aussi où je me posais beaucoup de questions vis-à-vis simplement de ma sécurité financière, tu vois, j'avais pas vraiment de thunes, je comptais sur les remplacements que je faisais beaucoup à l'école, et puis avec l'annonce du coup du confinement, plus de remplacements, donc plus d'arrivée d'argent non plus. Enfermé chez toi, enfermé à la maison, dans un 2 pièces où on vivait du coup avec Val, mon coloc, et puis où on s'entendait très bien, mais on était quand même 2 sans salon, avec chacun une chambre, enfin c'était pas de balcon, rien du tout, donc c'était quand même assez dur aussi, on s'est beaucoup marché dessus malgré tout. Alors finalement c'était cool aussi d'avoir quelqu'un avec soi pour vivre un peu ce truc là, mais c'était aussi quand même compliqué parce qu'on avait assez peu d'espace en fait. Et du coup il y a eu vraiment une concurrence un peu de toutes ces choses là qui sont arrivées d'un coup, et là ça a commencé à être vraiment la merde, où j'ai eu vraiment des énormes crises d'angoisse, de panique abusée, où j'ai commencé à avoir, je sais pas, 6, 7, 8, 10 crises de panique par jour, chez moi, tu vois, même pas dans des situations effrayantes ou dans des situations stressantes, tu vois, purement à la maison, quoi. Et ça a commencé à être vachement dur, à être vraiment... Ça t'émousse, en fait, énormément d'avoir ce genre de truc. Tu sais pas pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive, tu comprends pas, tu sais que tu as eu déjà des angoisses avant, donc tu connais un peu ce truc, mais tu sais pas du tout pourquoi ça revient. Et du coup, j'ai recontacté mon psy, on a recommencé à faire des séances, à faire 2 séances par semaine, etc. Enfin, c'était vraiment très, très, très intense. En plus, on devait les faire à distance. Donc, c'était en plus hyper bizarre de faire les séances de psy chez soi. C'est vraiment pas du tout un espace... c'est pas neutre, en fait. Bah non, pas du tout. Tu vois, t'es dans ta chambre, là où tu dors le soir, et tu fais ta séance de psy, tu vois. T'as pas le trajet aussi entre le psy et chez toi pour un peu évacuer le truc, Ouais, c'est clair, pour réfléchir, pour poser les choses, etc. Et puis juste pour passer d'un espace à un autre. Alors après, du coup, j'ai aussi demandé à Val de pouvoir faire ça dans sa chambre pour pouvoir quand même sortir un tout petit peu de mon espace. Donc ça, il a été super cool de me laisser aussi sa chambre pour faire vraiment ces moments-là. Et mais voilà, puis en plus c'est bizarre, tu vois, t'as ton coloc qui est là dans la pièce d'à côté et t'es en train de raconter des trucs à ton psy que potentiellement t'as jamais dit à personne, et sur des trucs tu vois, c'est quand même très bizarre en termes d'intimité aussi, parce que quand t'es avec ton psy au cabinet, etc., t'as quand même ce rapport d'intimité où tu te sens à l'aise, en plus si t'as l'habitude, voilà, c'est un cadre assez safe où tu peux parler de beaucoup de choses, etc. Quand t'es chez toi, c'est super bizarre d'avoir ces séances de psy, tu vois, c'est pas du tout fait pour ça, et c'est pour ça que en général on va ailleurs, tu vois. Donc, ça a du sens, le cabinet a beaucoup de sens. Ouais, clairement. Pour ça, là, alors là, en tout cas, c'était, j'ai vraiment vécu l'importance d'avoir des lieux séparés pour ces activités-là, quoi, clairement. Ces activités, on dirait que je vais à la piscine. Mais du coup, ça a été un moment assez difficile, parce que alors ça, c'est clair que tout le monde a dû se réadapter à une nouvelle manière de vivre, etc. pendant un certain moment. Mais moi, je devais me réadapter, on va dire, à ça, avec tout ce que j'avais derrière, et avec tout, du coup, un peu le poids que j'avais sur les épaules, ou que je me mettais sur les épaules, on va dire. Et du coup, c'était très compliqué. Donc il y a eu des moments vraiment de haut et de bas par rapport à ça, où du coup... il y a des moments où ça allait vraiment moins bien, des moments où ça allait mieux, etc. Il y a des moments où je suis arrivé vraiment dans des
des sombres abîmes vraiment assez affreuses qui avaient quand même des états un peu, qui touchaient à des états quand même assez dépressifs, etc. J'étais pas vraiment en dépression à fond, j'étais plus dans on va dire un syndrome d'anxiété assez fort. Mais il y a eu quand même vraiment des moments de désespoir total, en fait, où tu as l'impression que tu vas jamais sortir de ça, tu as l'impression que tu es coincé à tout jamais. Tu vois, on reprend sur cette idée d'être coincé dans un truc. Là, il y a vraiment ce truc-là où tu as l'impression d'être vraiment coincé dans ces angoisses et ces peurs permanentes, et que tu as l'impression que tu vas jamais t'en sortir. Et que c'est fini. Ta vie, elle va être comme ça jusqu'à la fin de tes jours, en fait. Et que tu vas vivre dans le désespoir et dans la tristesse et dans l'angoisse constamment. Tu vas jamais réussir à refaire les choses que tu faisais avant, tu vois. Et par rapport à ça, du coup, alors voilà, ça a été vraiment des moments très 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 durs. Il y a eu des torrents de larmes et de trucs qui sortaient, des douleurs physiques aussi. Ça se manifestait par des douleurs physiques super extrêmes où j'étais hyper tendu. Enfin, c'était vraiment un peu tout mon corps subissait un peu ce truc-là, tu vois, pas que ma psyché. Et il est venu à un moment la question, en fait, de la médication. Est-ce que, du coup, à ce moment-là, ça vaudrait pas la peine de commencer une médication autour de ça pour simplement calmer un peu, en fait, les symptômes de mes crises, etc. Au début, moi, j'ai vécu ça comme un méga échec. Je me suis dit, ça y est, je suis tombé tellement bas que je dois maintenant prendre des médocs pour aller mieux. Et du coup, j'en suis vraiment arrivé là. Donc ça veut dire que ça va vraiment pas du tout. Et j'ai vraiment très, très mal vécu ce truc-là. Je m'en suis voulu à moi-même. Je savais pas tellement comment réagir à ce truc-là. Et il m'a fallu quand même plusieurs semaines pour déconstruire ça avec mes parents, avec mon psy, avec mes potes, etc. De pouvoir parler de cette question-là et comprendre qu'en fait, c'est pas aussi terrible que ce qu'on croit, et que c'est plutôt le fait de se donner, d'accepter de prendre en fait des béquilles pendant un temps pour pouvoir recommencer à faire des choses, et puis pour pouvoir justement revenir en étant en meilleure forme, en fait. Et où il y a vraiment c'est mon père qui m'avait donné cette image qui m'avait assez parlé, qui était ce truc, voilà, tu te fais les ligaments croisés dans un match de foot ou de rugby, et tu fais 6 mois avec des béquilles à faire ton opération, etc. Parce que tu as besoin de support et d'aide pendant un moment pour pouvoir revenir après et rejouer. Et du coup, c'est pas grave. Et c'est pas grave. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, en fait. Et c'est vrai que c'est marrant, mais j'ai beaucoup réfléchi à ce truc, j'en ai beaucoup parlé, et je me suis dit que c'est fou qu'il y a quand même un méga tabou autour de ça, où en fait, il y a beaucoup de gens, en fait, qui prennent des médicaments de ce genre. Alors là, en l'occurrence, moi, ce que je prends, c'est des antidépresseurs, mais du coup, qui sont assez légers et qui sont pour plus des questions anxiolytiques que vraiment de dépression, on va dire. Et du coup, c'est des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, si jamais. En gros, c'est-à-dire que, en fait, pour le phénomène physique qui se passe, c'est que ça inhibe, en fait, la recapture dans tes synapses de ton cerveau, qui sont les espaces, en fait, entre les neurones. Je crois que c'est les neurones, il me semble. Et il me semble que c'est ça. Je fais de la neuro maintenant, la neuro du dimanche. Vraiment. Mais du coup, en fait, dans tes synapses, ces espaces qu'il y a justement, tu as différentes molécules qui passent et qui créent justement certaines réactions chimiques dans ton corps. Et la sérotonine, on le sait, c'est l'hormone du bonheur, en fait. C'est l'hormone qui te rend heureux, qui te fait du bien, etc., qui peut être provoquée par plein de choses. Et en fait, ce médicament, il fait que en fait, ça laisse plus longtemps, si tu veux, la sérotonine dans tes synapses, dans cet espace, avant d'être recapturé par justement les neurones. Et du coup, en fait, ce truc-là, c'est, entre guillemets, ça te rend un peu plus heureux, ça te met un peu mieux, en fait, simplement, tu vois. C'est assez particulier, c'est vraiment un peu la magie noire de la science. Mais est-ce que ça aide de comprendre un peu ce phénomène-là ? Ouais, moi ça m'a beaucoup aidé, d'apprendre, de comprendre ce que c'est, justement, j'ai eu besoin de vraiment déconstruire à fond ce truc de médicament, de comprendre à fond ce que c'est, comment ça agit, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et tu vois, j'ai appris justement qu'il n'y a pas que ces médicaments-là qui agissent sur nos synapses, etc. La clope,
le café, beaucoup de drogue, des trucs comme ça, agissent tous sur ces synapses, etc., pour plein de molécules différentes et autres, tu vois. Faire du sport, des machins comme ça, enfin, toute cette sécrétion de molécules et après cette stagnation de molécules, d'hormones, on va dire, dans les hormones, synapses, ça crée des réactions. Et en fait, le fait un peu de déconstruire ce truc, de comprendre comment ça marche, de comprendre ce qu'il y a derrière, justement, et de sortir de ce truc de magie noire dont je parlais avant, tu vois, puis de comprendre que c'est vraiment un processus travaillé, ça aide, en fait. Ça aide à accepter aussi, à savoir ce que tu prends et à juste passer, en fait, outre ce cap de se dire, ok, vas-y, alors je teste, je lance dans ce truc-là. J'essaye de prendre ce truc-là. Et moi, ce dont j'avais envie, c'était justement de pas du tout reprendre des trucs comme du Temesta ou autre, qui sont ces petits médicaments qui sont pas du tout les mêmes, du coup, eux, qui vont, comme je disais avant, calmer les crises directement, plutôt que en fait, poser un cadre un peu sur le long terme. Parce que si tu veux, le médicament que je prends, moi, qui s'appelle Brintelix, c'est un truc que tu prends tous les soirs et qui, du coup, te fait une espèce de... Ça tapisse un peu le sol. Ça te fait juste un petit truc, une espèce de petite barre sur laquelle tu peux t'appuyer un peu en général. Et du coup, ça crée, pour moi en tout cas, j'ai senti plusieurs fois que ça crée, quand j'avais des crises d'angoisse, que mes crises montaient, ça veut dire que ça n'annule pas non plus tes crises. Donc t'es pas non plus... t'es pas endormi complètement par ce truc, c'est-à-dire, en fait, t'es pas du tout endormi par ça. Tu vois, moi, c'est ce que je craignais aussi beaucoup, c'est le fait de, est-ce que ça va me rendre légume, tu vois, sans émotion. Voilà, exactement. Est-ce que ça va me couper de mes émotions, etc. L'image un peu classique qu'on se fait de ces trucs-là. Ouais, exact. La grosse image qu'on nous montre un peu partout de ces médicaments-là. Et en fait, du coup, pas du tout. En fait, je ressens plein de choses, je ressens plein d'émotions, et j'ai aussi des angoisses qui reviennent parfois. Mais la seule chose que ça change, c'est que mes angoisses ne montent plus peut-être à une échelle où elles montaient avant. Si tu veux, il y a un peu une espèce de toit ou de limite que mes angoisses vont plus dépasser. Ok. Si tu veux. Et ça m'évite en fait de partir en panique totale, si tu veux. Il y a un moment où ça bloque. J'ai les angoisses, je suis angoissé, je suis pas bien, je suis un peu parfois paniqué, etc. Mais ça bloque, ça va pas partir, je vais pas être démuni complètement comme ça m'est arrivé, tu vois. Ok. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti un peu, d'avoir ce truc-là. Enfin, en tout cas, les effets de ce médicament. Après, on réagit tous très différemment aussi à ces médicaments. Donc, c'est aussi ça une chose qu'on connaît assez peu. C'est qu'on a tous des réactions différentes. Tous les médicaments ne conviennent pas à tout le monde. Il faut tester ces trucs-là. Il faut voir comment ça se passe. Tu vois, nous, on a fait 2 semaines de tests, des prises de sang pour voir comment ça fonctionne, comment moi je réagis, comment mon métabolisme réagit à ce médicament. Est-ce que ça fait effet? Est-ce que ça fait pas effet? C'est quand même un sacré accompagnement, et je pense que c'est ça qui m'avait manqué la première fois. Comme je t'expliquais, j'avais ce médecin qui m'avait un peu jeté cet Temesta à la figure quasiment. Tu vois. Mais, non, j'exagère, mais sans voilà, explication, sans vraiment déconstruire le truc aussi avec ça, toi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça me manquait beaucoup, tu vois, de pas avoir été accompagné vraiment dans cette démarche. Et là au moins j'étais accompagné, et c'est vrai que depuis que je prends ça m'a quand même aidé à reconstruire beaucoup de choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais face à ces angoisses et ces trucs, le plus dur et le vrai défi, c'est reconstruire tous ces petits moments quotidiens, toutes ces petites choses. Allez, tu vois, parce que là, j'étais revenu comme à 19 ans, hein, je faisais la queue à la Migros, je faisais une crise de panique, tu vois. Des trucs comme ça. C'était à n'importe quel moment, dans des contextes qui, a priori, n'ont rien du tout de stressant, tu vois. A priori. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que après, tu construis des petites victoires. Tu es vraiment en mode, ok, tiens, cette fois-ci, je suis allé à la Migros et j'ai pas eu d'angoisse. Ou alors, je sais pas, cette fois-ci, je suis allé en bus, j'ai stressé un peu au début et ça s'est calmé, en fait. Des petites choses comme ça. Je sais que ça peut avoir l'air ridicule pour des gens qui ont pas forcément ce genre de problèmes d'angoisse et autres, mais ça tient vraiment à ces trucs-là, en fait. Ça en arrive vraiment à ces extrêmes-là, où te dire que tu as réussi à traverser la route pour prendre un bus et arriver à Saint-François depuis chez toi, c'est déjà une méga victoire, en fait. Tu fais du renforcement positif un peu. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce médicament, ce qui t'aide à faire simplement, c'est à te stabiliser un petit peu pour que tu puisses vivre un peu plus facilement ces moments-là, et du coup, que tu reconstruises un peu ces petites victoires, ces petits trucs, et en fait, tu reconstruis complètement ta confiance.
tu reconstruis à 100% ta confiance en toi. Ok. En fait, c'est un long processus. Ça se fait vraiment pas du jour au lendemain. C'est pas magique comme justement, c'est pas magique comme médicament, tu vois. C'est pas du tout un truc qui te fait tout d'un coup aller bien. Ouais. Pas du tout. Mais ça te donne cette béquille sur laquelle tu peux t'appuyer pour te reconstruire. Et reconstruire cette confiance, reconstruire cette idée, retourner vivre des choses de manière agréable. Mais ça prend du temps, tu vois, ça prend du temps. Et puis, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est que en même temps, à côté de ça, évidemment, moi j'ai fait un énorme travail aussi avec mon psy de nouveau, où on a parlé énormément de choses qu'en fait j'avais pas du tout réglées dans la première partie de la thérapie en fait qu'on avait faite, sur des questions de comment je me vois, de quels sont mes projets, de qui je suis, tu vois, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui a du sens pour moi, quelles sont mes valeurs, comment je me comporte avec les autres, qu'est-ce que je fais justement avec ces trucs de musique, etc. La musique, ça m'avait marqué beaucoup parce que quand j'ai eu cette grande crise là en 2020, j'ai arrêté complètement déjà de faire de la musique, de A à Z, et j'ai arrêté d'écouter de la musique aussi, pendant 4 mois. J'ai pas écouté une seule note de musique pendant 4 mois. Pour la première fois depuis le début longtemps, de ma vie, je pense. Ouais. Je sais pas. Mais j'ai plus écouté une note. Je pense que j'avais tellement en fait assimilé ça au stress, à des situations stressantes, que j'avais besoin de m'éloigner de ça à fond. Enfin, à 100%. Donc c'était vraiment... Et ça m'a beaucoup étonné, tu vois, d'en arriver à des extrêmes comme ça. D'autant que la musique, c'est un peu ma vie, tu vois. C'est un truc que je fais... ça a tendance à plutôt plaisir. être quelque chose pour se libérer, justement. Ouais, à fond, ouais. Qui est l'inverse de ça, ouais. Ouais, un exutoire, tu vois, comme le sport, etc. Exact. Et du coup, là, c'était hyper... c'était quand même hyper particulier de devoir arrêter complètement, tu vois. Enfin, de même en écouter, tu vois. Je passais pas une journée sans écouter de la musique, en général. Et du coup, ça m'a fait, du coup, aussi repenser ce rapport à la musique. Ça m'a fait repenser comment est-ce que je me sens par rapport à ça. Est-ce que je veux vraiment en faire quelque chose? Est-ce qu'au final, je suis pas mieux à avoir un rapport plus de hobby avec ça, et de pas, en fait, avoir tous ces grandes chimères de professionnalisation de la musique, etc. Et puis de le voir vraiment comme un à côté qui est super plaisant et qui fait partie de ma vie intégralement, mais qui a un à côté quand même, tu vois. Ouais. Et du coup, de plus me focus sur, me dire, ok, mon travail, c'est l'enseignement, la musique, c'est à côté, c'est un plaisir, etc. Et il y a plein de petites choses comme ça que j'ai dû un peu réajuster, où j'ai dû remettre un peu le cap, si tu veux, avec toutes ces grandes... tous ces gros trucs qui faisaient ma vie, si tu veux. Et là, je suis pas encore sorti de l'auberge, on va dire, dans le sens où ça va infiniment mieux que l'année passée. Et j'ai commencé vraiment à aller mieux à partir de, je dirais, l'été passé, pas celui qu'on vient d'avoir, mais l'été 2020. Ça a commencé vraiment à aller mieux. J'avais ces médicaments, je commençais à reprendre confiance et tout ça. Après, le truc, c'est que maintenant, ça vient un peu par vague. Il y a des moments où je replonge un petit peu dans mes démons, où je suis peut-être plus stressé par plein de choses autour de moi. Et puis, je commence à être assez tendu, à avoir un peu des crises, etc. Mais après, j'ai aussi appris à gérer ça. J'ai appris à gérer ces crises, à comprendre ces crises. Et ce qui m'a beaucoup aidé, autant la première fois que j'avais eu des crises, c'était ces trucs d'auto-hypnose, tous ces petits tricks un peu que je pouvais utiliser pour me calmer. Autant là, ça marchait plus. Le truc du coca, ça marchait plus. Le truc du bicarbonate, ça marchait plus. C'était plus assez? Non, en fait, ça n'avait plus effet sur mes crises, si tu veux. C'était plus ça, le truc. Okay. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'ai dû apprendre à vraiment faire face cette fois-ci à mes crises. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des moments où je me rappelle distinctement, et c'était vachement extrême comme truc, mais je me rappelle très bien, il y a eu un moment où je me suis posé à la maison. J'étais encore à la coloc avec Val. Je me suis posé à la maison. Je commençais à avoir un peu une petite crise dans la chambre. On était en train de jouer à un jeu, tu vois, ensemble. Rien de spécial. Mais j'ai commencé à avoir une crise. Je me suis mis dans ma chambre tout seul. J'ai commencé à avoir cette crise. J'ai fait beaucoup de méditation aussi pendant ce moment-là. Et je me suis posé un moment. J'ai commencé à avoir ma crise, à sentir ma crise arriver, à me dire, ok, j'ai ce truc-là qui m'arrive, etc. Je prends conscience de mon corps et de tout, des symptômes, etc. Et j'en avais tellement marre qu'à un moment, j'ai dit, ok, allons-y. C'est parti. Si je dois mourir maintenant parce que j'arrive plus à respirer à cause de ça, c'est parti. Allons-y. Allez, let's go. Allons-y. Tuez-moi.
tue-moi, Ouais, crise. pas tellement dans un délire. Fais ce que tu veux. Tu vois, pas tellement dans un délire suicidaire, tu vois, de se Ouais. dire j'ai envie, je vais me donner la mort parce que je me sens trop mal, tu vois. C'était pas tellement ce truc-là. J'ai été un petit peu border avec ce truc-là il y a eu quand même 1 ou 2 fois où j'étais tellement mal il y a eu cette once de pensée qui est apparue et qui m'a fait d'ailleurs une terreur absolue par rapport à ça. Alors j'en ai beaucoup parlé d'ailleurs avec mon psy, etc. C'est un truc qui m'a vraiment fait très peur, tu vois, d'avoir cette même... Tu vois, c'était pas du tout une idée réfléchie, un truc qui a été pensé ou quoi. Ça a été vraiment une sorte d'étincelle d'idée comme ça. Mais rien que cette étincelle, ça m'a fait beaucoup trop peur. Et ça commence sûrement beaucoup comme ça, j'imagine. Probablement, ouais. Probablement. Après, en l'occurrence, j'en ai beaucoup parlé et tout ça, tu vois, avec mon psy, machin. Ça a été d'ailleurs une des séances les plus violentes, touchantes, profondes que j'ai jamais eues. Et du coup, au final, je sais que j'ai pas du tout un comportement suicidaire, entre guillemets. Je suis plutôt à l'inverse. J'ai plutôt un comportement où je crains la mort et je crains, tu vois, ce truc-là. C'est pour ça que mes crises d'angoisse me font si peur. C'est qu'il y a cette impression un peu de mort imminente comme ça où tu respires plus, machin. Donc ça fait très peur, tu vois. Donc je suis plutôt dans l'inverse, à plutôt essayer de faire des choses. Puis malgré tout ce truc-là, j'ai quand même mis en place énormément de choses, tu vois. Je me suis pas laissé aller à ça. J'ai recontacté mon psy, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai pris ses médicaments, j'ai commencé j'en ai parlé beaucoup plus autour de moi. Donc tu vois, je suis pas du tout dans un truc où je m'enferme avec ça et je vis ça, du coup j'ai l'impression de pas avoir d'espoir, on va dire, par rapport à ça. Ouais. Mais du coup, il y a eu cette crise qui est arrivée et j'ai eu vraiment ce moment où je me suis dit, vas-y crise, allons-y. Tue-moi, tu vois, vas-y, vu que t'es si balèze. Il y avait presque un truc de défi, tu vois. Non, c'est vrai, et c'est marrant parce que ça m'a beaucoup libéré, hein. Ça m'a beaucoup libéré ce truc-là, tu vois. Je suis là, tu sais quoi? Vas-y, give me your best shot. Vas-y, envoie la crise, mais la plus violente que j'ai jamais eue. Vas-y, on va voir si j'arrive plus à respirer et tout. Il y a presque vraiment ce défi, tu sais, de me dire, mais vas-y, envoie la crise, on y va, à fond. Et puis, en fait, j'ai survécu, tu vois. J'ai pas de ceci, cela. Et ce moment-là, je me rappelle distinctement que c'est un moment qui m'a fait beaucoup de bien. Où je me suis dit, un truc charnière. Ça a été vraiment un moment charnière. Je me suis dit, ok, mec, je suis pas mort, tu vois. En fait, ça va. En fait, j'arrive à faire face. Alors là, après, voilà, tu vois, là, j'étais dans un contexte où j'étais dans ma chambre chez moi. Donc, c'est clair que c'était plus facile de faire face à cette crise, tu vois. C'est moins facile de faire face à ces crises quand t'es, je sais pas, en train de faire ta présentation de mémoire, tu vois, ou que t'es au milieu d'une classe avec des élèves. C'est clair. Mais ça a quand même été un moment assez important où je me suis dit, tu sais quoi, allons-y, vas-y, lance à fond. On lance à fond ce truc. Allez, on vit la crise à fond. Et ça m'est arrivé plusieurs fois après, par la suite, d'avoir cette réaction-là, t'sais. Un jour, de me dire, mais allez, de quoi j'ai peur? Vas-y, je suis en voiture, là, je suis en train de faire mon truc, lâche tout, lâche les chevaux. Vas-y, envoie la crise. Plutôt que d'essayer de la combattre. Exact, ouais. Plutôt que de tenir, tu vois, parce que tu te serres aussi beaucoup quand t'es en crise, etc. Moi, j'ai ce réflexe de me contenir à fond, tu vois, d'avoir l'impression que je dois tout contenir à l'intérieur, que je dois pas craquer, pas lâcher et tout. Donc, tu te fais des tensions qui sont inimaginables. Mais du coup, plutôt que de tenir ça, etc., tu te dis, ok, je lâche, vas-y, on y va. Ok. J'ai peur de mourir étouffé. Eh ben, c'est parti. On se lance, tu vois. et en fait, ce truc-là, tu vois, ça fait beaucoup de bien, tu vois. C'est presque un peu ce truc de utiliser la force de l'autre, tu vois, aller dans le sens de l'autre pour utiliser sa force plutôt que de retenir contre toi, tu vois. C'est un peu ce truc-là, tu vois. T'as un peu ce truc où t'es là, ok, allons-y, plongeons à fond dans l'abîme, tu vois. On plonge la tête là-dedans et on verra bien comment on en sort. Et en fait, là, moi, ça m'a beaucoup aidé de faire ce truc, tu vois. D'avoir tout d'un coup ce moment où, vas-y, je lâche les chevaux, à fond la caisse. Et ça te permet de te rendre compte que du coup, cette crise, elle est pas aussi puissante que ce que tu t'imaginais avant, peut-être. Ouais, à fond. À fond, t'as moins la crainte, en fait, que c'est un truc qui te domine complètement et qui va être... qui a vraiment le pouvoir sur ton corps, tu vois. C'est un truc qui ça te libère un peu de cette crainte-là, justement. Alors après, il y a plein d'autres choses derrière, évidemment. Mais malgré tout, voilà, t'as quand même ce truc où t'as l'impression que t'es presque plus maître de ton corps, tu vois. Parce que t'as des symptômes que t'arrives pas à arrêter, tu vois. T'as ta gorge qui se serre, t'as tes épaules qui se tendent, t'as des sueurs froides, t'as la tête qui tourne, t'as
la gorge sèche, tu vois, ça peut passer par tellement de choses, tu vois, t'as les mains qui tremblent, enfin bref, le rythme cardiaque qui augmente à fond. Du coup, t'as l'impression de plus être maître de ton corps, tu vois. C'était là, mais mec, j'ai pas demandé à ce que mon corps se mette à faire ça, tu vois. Et du coup, ouais, t'as l'impression d'être un peu dépossédé de ton corps. Et du coup, le fait de justement te dire, mais en fait, ces crises-là, elles ont pas autant le pouvoir que ça sur moi, en fait. Ça va, tu vois. Je m'en sors. Ouais, ça les démystifie. Ouais, exact, ouais. Ok. Ça les démystifie, ouais, à fond. Et du coup, bah, ça a été un moment charnière. Et puis voilà, il y a eu, après plein d'autres petites choses, il y a eu des moments charnières aussi qui ont accompagné ce truc-là, qui était le fait que ben, j'ai fini mes études. Après, j'ai recommencé à travailler. J'ai obtenu un poste avant de finir mes études en stage rémunéré. Donc le truc de l'argent, ça a disparu aussi, cette crainte d'avoir assez d'argent. Ouais. Tu vois, j'ai trouvé après un appart à moi où j'ai pu avoir mon espace à moi, un salon, une chambre, machin. Donc j'ai trouvé un peu aussi toute une forme de stabilité, on va dire, que j'avais pas. Et du coup, ça m'a aussi permis de beaucoup calmer tous ces trucs-là. Après, voilà, ben, ça arrive encore que j'ai des périodes où je suis moins bien, où je me pose plus de questions, peut-être j'ai moins confiance en moi, ou bah, c'est souvent quand même lié à des trucs un peu émotionnels, tu vois, des questions d'amour, des questions ouais, des ruptures, des questionnements par rapport à ça, ou alors par rapport à, je sais pas, un positionnement par rapport à des amis, des groupes d'amis, des choses comme ça, des gens que tu vois moins, des gens que tu vois plus, comment tu te présentes avec les gens, enfin, c'est tellement de choses en fait qui sont liées à ça, que du coup, voilà, ça évolue en fait à fond. Mais ça peut arriver il peut arriver que ça revienne et que du coup, il y ait des périodes un peu moins drôles que d'autres. Ouais. Et je sais pas, ça, tu vois, je sais pas dans quelle mesure je vais vivre toute ma vie avec ce truc-là ou pas. Ou est-ce que je vais suffisamment avancer pour que ça arrive. Alors, je pense que je vais suffisamment avancer pour que ça arrive de moins en moins. Mais est-ce que ça va plus jamais arriver, tu vois? C'est un peu ça la question. Parce que là, voilà, là, je suis encore un peu dedans, je continue ma médication, ça fait une année maintenant. Et puis, je suis pas tellement dans l'idée d'arrêter pour l'instant, tu vois. J'ai encore du chemin à faire. Mais disons que moi, je sais pas si un jour ça va disparaître complètement, tu vois. Même si j'arrête les médocs, etc., tu vois, peut-être que ça ira beaucoup mieux, que je vais arrêter les médicaments et que ça ira très bien. Bah, est-ce que ce truc-là va disparaître à tout jamais, tu vois? J'en sais rien. C'est hyper intéressant parce que ça a l'air d'être tellement multifactoriel du coup. Ouais. Parce que tu as tous ces éléments super concrets de quand tu vis une crise, comme tu disais, de déjà arrêter de la combattre et de l'accepter, mais qu'aussi ce qui aide, c'est tout ce que tu as pu faire à côté dans ta vie, de ton environnement en fait. Ouais, de fou. L'aménagement de ton environnement et puis ce qui se passe autour de toi, ça a une énorme influence. C'est clair. Et de te rendre compte aussi que du coup, j'ai l'impression dans ce que tu dis, c'est que tu dois te rendre compte que c'est pas non plus de ta faute forcément que ça t'arrive, quoi. Ouais. Il y a un bout, en fait, c'est aussi des trucs complètement indépendants de toi, et puis toi, t'es juste réceptif à certaines choses, peut-être. Ouais, c'est clair. En tout cas, moi, je sais que j'ai tendance à beaucoup remettre les choses sur moi, à être très... ouais, avoir beaucoup le focus sur moi, tu vois, à me dire, ok, par exemple, tu vas me dire, c'est ma faute si j'arrive pas à gérer ces trucs. Ouais. Et pas, il y a plein de trucs qui m'arrivent, c'est pour ça que ça me met mal. Tu vois, je vais avoir toujours un peu le point de vue inverse. Il y a plein de trucs qui arrivent, pourquoi j'arrive pas à les gérer, tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce truc où c'est moi Comme si t'étais capable de tout. C'est, ouais, exactement, ce truc un peu où tu te dis, voilà, j'arrive pas à gérer, pourquoi j'arrive pas à gérer, c'est pas bien, je suis une merde parce que j'arrive pas à gérer, tu vois, bon, je grossis le trait, mais en vrai, on n'est pas si loin, tu vois. J'arrive pas à changer les choses, il y a plein de trucs que je fais pas bien dans ma vie, que je devrais faire mieux, etc. Donc c'est clair que moi j'ai cette tendance-là, tu vois. Je suis un perfectionniste maladif de fou, où je dois faire tout parfaitement, sinon j'ai l'impression que je fais tout mal. Ou j'ai l'impression que si je suis faillible, ne serait-ce qu'une seconde, plus personne ne m'aimera, tu vois. Enfin, il y a plein de... Tu vois, alors, de nouveau, j'exagère beaucoup, tu vois, mais le fond du truc, c'est lié à ça, tu vois. C'est lié à cette peur-là, tu vois. Et après, évidemment que je suis pas à me dire ça tous les jours, tu vois. Mais
mais c'est quand même lié à ces peurs profondes-là. C'est quand même lié à ça. Donc c'est vrai que tous les facteurs, effectivement, bah, tu as ces facteurs purement physiques, déjà que tu dois apprendre à gérer et à combattre. Enfin, combattre, non, justement, pas forcément apprendre à les combattre, mais à gérer ce truc-là de ok, mon corps réagit d'une manière qui n'est pas normale et qui en plus est hyper flippante. Ouais. Et de l'autre côté, bah, effectivement, tu as tout cet environnement qui t'entoure où tu te poses 1 million de questions. Et je pense que le plus dur, en fait, et ce qui a été le plus dur pour moi l'année passée, c'est que j'avais en fait j'avais dans les mains une pelote de laine complètement mélangée. Et je devais apprendre, en fait, ce que j'ai fait avec mon psy, c'est que j'ai dû apprendre à tirer les fils. À tirer les fils petit à petit, à comprendre, ok, il y a ça, ok, je sors le fil, je commence à tirer le fil, stabilité financière. Ok, je commence à tirer le fil, sens de la vie, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Je commence à tirer le fil musique, à tirer le fil amour, à tirer le fil coloc, à tirer le fil, tu vois, t'as plein de fils. Et ce qui est très dur, c'est quand tous ces fils-là se mélangent et sont complètement mélangés, complètement vraiment emberlificoté, si tu veux. Enfin, c'est le mot, tu vois, mais c'est ça. C'est que vraiment c'est un gros nœud de trucs. Et puis tu sais, bah, justement, que les nœuds, si tu tires fort dessus, ça a tendance à plutôt resserrer le nœud qu'à vraiment en faire quelque chose, tu vois. Donc du coup, t'es obligé d'aller tranquille et de prendre le temps de voir, ok, ça c'était le fil, ça c'était le machin, ça je vais devoir desserrer ce nœud à cet endroit-là, mais je vais devoir tirer un bon moment pour que ça fonctionne. Donc, ouais, c'est hyper compliqué, ce genre de truc. Mais il faut prendre le temps, il faut accepter de prendre le temps, et ça, j'ai beaucoup de peine avec ça, j'ai tendance à être assez impatient, mais il faut accepter de prendre le temps et que ça va pas se régler en 1 seconde. Ouais. Et que, il va falloir mettre la tête dedans, t'as pas le choix. Si tu veux y aller, va falloir plonger, hein, ça va pas être drôle, tu vas avoir plein de trucs que tu as peut-être voulu omettre, que tu as peut-être voulu oublier, etc. Mais il va falloir plonger, tu vois, il va falloir plonger dans ces trucs. Je dis pas forcément revenir toujours sur le passé, parce que c'est pas forcément non plus quelque chose de très sain, tu vois, d'être toujours dans le passé. Ouais. Mais c'est beaucoup sur des comportements, tu vois. Aller plonger dans tes comportements, dans tes manières de faire, de voir les choses dans le présent, tu vois, et comment ça peut être dans le futur. Et du coup, après, le passé peut t'aider à ça, à comprendre d'où ça vient. Est-ce qu'il y a eu des choses un peu, peut-être que tu as vécu, qui t'ont amené à ça? C'est quand même intéressant d'avoir le chemin, mais ça suffit pas. Tu vois, tu peux pas te baser, ok, j'ai vécu tel événement traumatique, ok, tout est réglé, j'ai compris maintenant. Tu t'es obligé d'aller chercher quand même dans les comportements, dans ce que tu fais, etc. Parce que sinon, tu changes pas, en fait. Et du coup, faut y aller, quoi. Faut y aller, faut prendre le temps. Et puis, faut pas trop désespérer, quoi, parce que c'est très dur, c'est vraiment très dur. Et des fois, t'as l'impression que t'es perdu au milieu du désert et que tu vois aucune oasis, tu vois. Mais okay. Il y a Agrabah qui est pas très loin, tu vois, où tu arrives finalement, tu vois. Si tu croisais Francesco qui redescend de son dôme à Rome, est-ce que c'est ça que tu lui dirais? Je me demande si Francesco qui descend de son dôme, il comprenait déjà vraiment, tu vois. J'étais pas encore, je pense que je dirais ça plutôt à Francesco à l'Uni, tu vois, après. Ok. Celui qui vit un peu ça tous les jours, t'as. Ouais. Je pense que je lui dirais, voilà, enfin, je pense que le plus important, c'est de se dire, on s'en sort, quoi. On s'en sort. C'est pas drôle, ça prend du temps, c'est compliqué. Et il faut mettre la tête dedans, comme tu disais avant. Faut y aller, t'as pas le choix. Mais on s'en sort. Mais il faut accepter ça. Le plus dur, c'est d'accepter aussi. Hein. Le plus dur, c'est d'accepter que t'es mal, en fait. Moi, c'est vrai que peut-être l'expérience d'avoir vécu déjà des crises d'angoisse et tout à 19 ans fait que quand j'en ai eu de nouveau l'année passée, ça a été plus facile pour moi d'accepter que j'étais mal, tu vois, que j'avais des crises, que je me sentais pas bien et qu'il fallait aller travailler avec un psy, faire du coaching, faire des choses comme ça, tu vois. Ouais. Je pense que ça, c'est déjà une étape qui est très compliquée, qui est comprendre que ça va pas bien, accepter que ça va pas bien et accepter que t'as besoin d'aide, en fait. Que tu
en fait, c'est important que tu ailles voir quelqu'un, que tu en parles avec quelqu'un. Et c'est important, je pense que c'est important aussi que ce soit quelqu'un que tu connais pas, quoi, qui n'est pas lié à toi. C'est important aussi de pouvoir en parler avec tes amis, avec ta famille, avec les gens qui t'entourent. Je pense que c'est important dans le fait aussi que par rapport au regard qu'ils peuvent avoir là-dessus, c'est vachement important qu'ils comprennent ce que tu vis, tu vois. Parce que sinon, en fait, t'as beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de pudeur par rapport à ce truc, tu vois. Où j'ai pendant très longtemps fait semblant de rien avec mes amis, avec ma famille, à toujours être là et arriver à dire ouais, ça va. Tu vois, à pas oser dire aux gens ouais, là, je suis pas bien, je suis en crise de fou, j'ai l'impression que je vais mourir, tu vois. Ça m'a mis. Ce qui est pas un truc qu'on entend comme ça clair, très souvent. Et ça m'a mis très longtemps avant de pouvoir faire ça, tu vois. Donc je pense que déjà c'est important de pouvoir en parler et être avec des gens qui t'entourent où tu te sens suffisamment à l'aise pour aussi en parler, tu vois. Et je pense que après parler à quelqu'un que tu ne connais pas, qui est un professionnel de ça, psychologue, psychiatre, enfin il y a différentes approches, tu vois, tu peux faire plein d'approches différentes par rapport à ça, coaching, etc. Mais je pense que d'en parler à quelqu'un que tu ne connais pas, c'est vachement important parce que ça te libère aussi de quelques chaînes et tu peux après te retrouver à dire des choses que tu as dit à personne ou des choses qui sont très profondes, tu vois, que tu n'as peut-être pas osé aborder. Je dis pas que c'est facile non plus avec quelqu'un que tu connais pas, hein. Moi, il m'a fallu 4 ans pour parler de certaines choses avec mon psy, tu vois, alors que c'est mon psy et que je c'est le une connais très bien. relation aussi qui se crée avec le temps. Ouais. C'est clair. Et une confiance qui s'obtient. Ouais. C'est clair, ça prend du temps. Et il y a plein de choses que j'ai pas osé aborder avec mon psy. Mais parce que je me disais, mon psy va me juger, tu vois. Ouais. Non, mais c'est fou, tu vois, mais c'est vrai. J'avais peur de ça. Mais alors qu'en fait, il est là pour ça. C'est son boulot, tu vois. Lui, il est là pour prendre ces choses-là. Donc, mais j'ai eu quand même ce truc. J'ai eu quand même ce truc de me dire, ça, je peux pas aborder, t'es fou. Je dois garder pour moi ce truc-là, tu vois. Donc, pour qui il va me prendre. Ouais, c'est ça, tu vois. Non, mais c'est ça, tu vois. Mais en fait, t'apprends à le faire. En fait, t'apprends à le faire. C'est une habitude, comme tu dis, c'est une relation. Comme toutes les autres relations, tu dois construire la confiance, tu dois être à l'aise là-dedans, etc. Et d'ailleurs, je pense que c'est important de le dire, c'est hyper important d'avoir un thérapeute qui te convient. Et c'est hyper important de rencontrer quelqu'un qui te convient. Et il y a des gens qui ne conviennent pas. Pas parce qu'ils sont peut-être mauvais thérapeutes, ça peut arriver, j'imagine, mais pas parce que c'est des gens qui sont mauvais, mais parce que simplement la relation n'arrive pas à se faire. C'est difficile tu te sens peut-être pas à l'aise, t'aimes peut-être pas l'approche qu'il a avec toi, qu'il ou elle a avec toi. Je pense que c'est hyper important d'être à l'aise avec son thérapeute. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un psy avec qui je me suis très vite entendu, mais j'ai beaucoup d'amis qui peut-être qui n'ont pas eu cette chance et qui sont passés par des gens avec qui ils n'avaient pas une bonne relation. D'ailleurs, ça a créé encore plus de problèmes presque, tu vois, par rapport à ces situations. Donc c'est hyper important, je pense, de trouver un thérapeute qui te convient et d'accepter ce truc et d'accepter aussi de se dire ok, peut-être là il faut que je change et que j'aille voir quelqu'un d'autre. Et moi, c'est ce qui s'était passé avec mes médecins au début, justement, où j'ai changé à un moment parce que ça me convenait plus. Donc ouais, je pense que c'est vachement important, mais je pense qu'à partir du moment où tu entres dans cette phase où tu acceptes la maladie, où tu acceptes on va dire les problèmes que tu as par rapport à ça, quand tu commences à reconstruire les choses, quand tu commences à aller voir un psy, quand tu commences à faire un peu tous ces efforts en fait pour te reconstruire, t'es déjà sur la bonne pente en fait. T'es déjà sur la bonne pente et je pense que même si ça a l'air très dur, que t'as l'impression qu'il n'y a rien, en fait t'avances déjà dans la bonne direction et je suis persuadé que à partir du moment où t'as déjà ce truc là, tu vas t'en sortir à un moment ou un autre en fait. Tu vas guérir entre guillemets, tu vois, mais après de nouveau dire que c'est une maladie, c'est peut-être être un peu extrême là-dessus, mais bon, après c'est quand même une réalité, mais bon. Voilà, disons que c'est pas les angoisses, les choses comme ça, c'est pas aussi c'est quand même différent d'une véritable maladie psychique, on va dire. Donc tu peux avoir un syndrome anxieux, moi c'est ce que j'ai. C'est un syndrome anxieux, ça reste quand même une entre guillemets affection psychique, mais tu vois, c'est quand même très différent de genre la bipolarité,
de borderline, Mhm. etc. C'est quand même vraiment pas la même chose. Et c'est pas du tout d'ailleurs, pour juste reprendre sur ces médicaments et sur le tabou qu'il y a autour de ça et les mythes qu'on crée autour de ces médicaments, c'est d'ailleurs pas du tout les mêmes choses. On a l'impression que c'est tout la même famille des médocs, mais pas du tout. Il y a plein de choses différentes qui gèrent plein de problèmes différents. Et ça, c'est typiquement un truc que j'ai appris avec mon psy. Je savais pas du tout qu'il y avait autant de médicaments différents, à effets différents, spécifiquement prévus pour des trucs, je sais pas, de double personnalité, de bipolarité, de paranoïa. Enfin, tu vois, t'as vraiment plein de trucs très spécifiques. Et du coup, faut faire gaffe un peu à aussi cette vision par rapport aux médicaments. On a eu aussi... j'y ai pensé quand je commençais à prendre les médicaments, j'ai pensé que ouais, t'as ce truc où on a construit quand même toute une image par rapport à ces médocs. Il y a une espèce d'image comme ça, sociale, on va dire, par rapport à ça, Oui. qui est assez folle en fait. Où, Mhm. alors qu'il y a plein de gens qui prennent ça, et c'est vraiment beaucoup de gens, hein, on se rend pas compte à quel point il y a beaucoup de gens qui ont recours à ça, bah t'as quand même un peu ce truc, et je me rappelle clairement de ça, où t'as les médicaments, par exemple dans les séries ou dans les films. T'as certainement déjà vu un film où t'as le héros qui est tout malo, etc., qui prend ses médocs, etc., Je et l'enfile avec qui... un peu de whisky. Comme Voilà, ça, exact. ouais. Ou même, tu vois, je sais pas, un jeune qui prend des médicaments. Ouais. Par exemple, tu prends même Dark, tu vois, la série Mhm. Dark, où t'as ce perso qui prend ses médicaments, etc. Et ben, il y a toujours ce moment, quasiment dans toutes les séries ou tous ces films-là, où le héros dépasse, comme ça, se dépasse, et il arrête ce truc, tu vois, il jette ses médicaments comme ça. Ça veut dire qu'il Dans les a... chiottes. Ouais, ouais, tu vois, il Je vois tout à fait. il a arrêté d'être, tu vois, d'être faible, tu vois, il a jeté Ouais. ça, il est redevenu plus fort, tu vois. Il y a ce truc où on te présente un héros meurtri, tu vois, avec ce Mhm. truc de médoc, etc. Oh, waouh, mon Dieu, il prend des médicaments, ça veut dire que ça va pas sa vie, tu vois. Mhm. Donc je pense qu'il y a cet imaginaire quand même social autour de ça, tu vois, autour du fait que merde, ça va pas dans ma vie si je prends ça, tu vois. Ça va Mhm. pas, c'est mal, tu vois, je suis pas bien, et il faut que j'arrête ce truc-là pour être le héros, tu vois, du film. Ouais, ok. Je pense qu'il y a quand même un peu ce truc-là qui te marque, tu vois. Et je pense qu'on connaît aussi rien de ça. Il y a l'ignorance totale aussi Mhm. par rapport à ça. Personne, j'ai jamais entendu parler nulle part de ça, tu vois. À moins de s'y intéresser ou de faire des études de psycho, tu vois. Mhm. Tu vois, t'entends jamais parler de ça. J'ai jamais entendu parler de ça dans ma vie, tu vois. Jamais au C'est vrai. collège, jamais au gymnase, jamais à l'uni, tu vois. Mhm. Jamais, jamais. Non, Et c'est à vrai. moins d'avoir des amis qui ont ça, ou de la famille qui a ça, Et qui veut bien en parler. et qui veut bien en parler, parce que c'est Ouais. pas non plus facile d'en Mhm. parler, ben, t'entends pas parler de ça, en fait. Ouais. Et rien que pour les gens qui n'ont pas besoin de ça, mais qui ont des amis qui prennent des médicaments, c'est hyper important de savoir ce que c'est, de comprendre ce que c'est, Mhm. tu vois, juste comprendre ce que leur pote fait, tu vois. Pourquoi il prend ça, tu vois. Ouais. C'est vachement important, je pense, aussi pour les gens qui sont ailleurs. Parce que le truc, c'est que quand t'as pas d'angoisse et de panique et ces crises-là, je pense que tu peux pas comprendre ce que c'est, tu vois. Mhm. Non pas que les autres sont débiles et ils n'arrivent pas à comprendre que c'est horrible, tu vois. Mais je pense que tant que tu le vis pas, t'arrives pas à comprendre ce truc-là, C'est clair. tu vois. Du coup, donc c'est aussi enfin, il y a une invitation aussi dans ce que tu dis aux gens à s'intéresser et puis peut-être à poser des questions ou Ouais, je pense que c'est... Alors, je pense que c'est peut-être... C'est un peu délicat, tu vois, parce que mhm. c'est très dur d'en parler avec quelqu'un qui veut pas en parler, tu vois. Qui a pas envie d'en parler ou qui se Bien sent sûr. mal d'en parler. Je pense que c'est très délicat. Mais je pense que c'est... Je pense que le plus important, c'est se rendre disponible pour ça, tu vois. Ouais. Pour les... Disons pour les autres, entre guillemets, on va les appeler Mhm. les autres, tu vois. Mhm. Pour ceux qui n'ont pas ça. Je pense rien que se rendre disponible pour ça, de montrer que tu es ouvert à en parler et que quoi qu'il arrive à ton pote, bah, tu seras toujours là pour en discuter avec et que tu vas pas le juger pour ça. Je pense que rien que faire sentir ça à quelqu'un qui a des angoisses et autres, bah, c'est vachement soulageant en fait. Parce que du coup, tu vas plus te sentir en danger par rapport au regard de cette personne, tu vois. Ouais. Moi, je me suis senti vraiment, tu vois, je me suis monté tout un truc, tu vois, mais où je me sentais vraiment pas en danger, tu vois, mais en disant que je me sentais mal vis-à-vis du potentiel regard de mes potes, tu vois.
sur ça. Ouais. Après, ce que j'ai compris aussi, c'est que c'était beaucoup des scénarios que je me faisais dans ma tête, tu vois. Mais parce que tous mes potes ont été hyper soutenants par rapport à ça. J'ai personne qui m'a jamais jugé sur ce truc-là. Personne s'est jamais moqué. Personne n'a jamais dit du mal de ça. N'a jamais été dénigrant quoi que ce soit. Mais t'as cette peur-là. Peut-être pas forcément d'être dénigré, mais que tu vas changer aux yeux des autres, tu vois. Ouais. Que tu vas changer aux yeux des autres. Mais, si on y réfléchit, est-ce qu'au final, oser s'ouvrir là-dessus, c'est pas aussi renforcer les liens avec les gens avec qui tu parles, tu vois. Mm-hmm. Parce que du coup, tu te mets à connaître les gens plus en profondeur. Et moi, je sais que si j'ai des gens qui viennent me parler de problèmes profonds, j'ai l'impression que ma relation se renforce quand même avec ces personnes en général, tu vois. Fond, ouais. Que t'as l'impression que t'as un truc plus fort, que tu peux être lié à un point plus profond, en fait, avec ces personnes. Donc, au final, cette peur-là, elle est très personnelle, elle vient beaucoup de ce phénomène d'angoisse, d'anxiété, tout ça. Mais je pense qu'elle est... que c'est important d'apprendre à la déconstruire et à apprendre que les gens autour de toi, ils peuvent te faire beaucoup de bien par rapport à ça, en fait. Tu vois. Il y a un truc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient, du coup... Enfin, que j'ai l'impression qu'il revient dans ton discours plusieurs fois. Donc, autant dans l'acceptation des crises d'angoisse que dans le fait d'accepter de prendre des médicaments, que le fait d'accepter d'en parler aux gens, c'est un bout d'accepter sa vulnérabilité, en fait. Ah, de fou, ouais. Et clairement. Je trouve que ça, si on peut conclure sur quelque chose, puisque ça fait plus d'1 heure qu'on discute. Ah, wow. Oh là là, que surtout toi, tu parles. Bliblablou. Si t'as encore un peu de salive. Mais j'ai l'impression que c'est ça qui revient, en fait, dans chaque élément des trucs dont t'as parlé, c'est ça. Ouais, c'est clair. C'est clair, s'accepter soi-même, accepter sa vulnérabilité, c'est super dur. C'est super, super dur, je trouve. En tout cas, moi, j'ai vécu ça comme quelque chose de très dur. Je sais pas du tout dans quelle mesure. Je pense que c'est un peu lié aussi au fait que je sois un garçon. Ouais. Que les garçons sont censés être moins vulnérables, moins montrer ce truc-là, tu vois. Je pense pas que c'est que lié non plus à ça. Je pense pas que c'est uniquement par mon background masculin que j'ai ce truc-là. Mais accepter sa vulnérabilité, c'est super difficile à faire. Mais c'est super important, je pense. Accepter... Et moi, je suis encore dans ce processus, je le ressens, tu vois, que je suis encore dans ce processus, qu'il y a cette idée que je dois accepter qu'il y a des périodes où je vais moins bien, que je dois accepter où il y a des jours où je vais pas bien, que je dois accepter qu'il y a des jours où j'ai pas envie d'aller à des endroits, ou que je vais pas y rester, ou que j'ai fait un entraînement de merde, ou que j'ai fait un cours de merde avec mes élèves, tu vois, ou que j'ai passé une journée insupportable, que j'ai renversé mon milkshake, que j'ai merdé mon plat, tu vois. En fait, accepter toutes ces failles, ces vulnérabilités, ces trucs-là, accepter qu'on n'est pas parfait, en fait. Ouais. Qu'on est purement humain, purement imparfait, tu vois. Et du coup, on dit parfaitement imparfait, tu vois. Ce truc-là. Nous sommes les humains parfaitement imparfaits. Et du coup, je pense que c'est super dur. Mais je pense que c'est la clé, en fait. Et je pense que c'est la clé pas que pour des questions d'angoisse, d'anxiété, etc. Je pense que ça touche ça touche un peu tout le monde et que ça touche quand même beaucoup d'autres domaines. Mais je pense que c'est un peu la clé, ouais, clairement. Je pense que, en tout cas, ça fait partie des clés. Je pense pas qu'il y a que ça. Dans ces questions d'anxiété et tout ça, il y a aussi d'autres choses. Mais je suis assez persuadé que c'est beaucoup lié à ça, ouais. Clairement. Accepter que t'es pas... une espèce de Superman qui peut tout prendre sur ses épaules et puis ne jamais montrer que tu vas pas bien, etc. Je pense que c'est clairement le nerf de la guerre, en tout cas. Ça marche. Je pense que c'est un bon message à retenir de ça, du coup. À fond. Acceptez vos failles. Acceptez qu'on est tous vulnérables. Ça nous arrive à tous de chier dans la colle, comme dirait Nils. Chier dans la colle. Ouais. Mais c'est clair, c'est important. Si tu veux bien, on va terminer cette interview avec un truc qui détonne peut-être un petit peu. Okay. Mais moi, j'avais envie de terminer ces discussions sur
quelque chose de positif. Ok. Est-ce que tu peux me dire, aujourd'hui, là, ces derniers temps, Mhm. qu'est-ce qui te fait sourire? Wow. Beaucoup de choses, honnêtement. Beaucoup de choses. Ce qui Tu me peux en fait- dire plusieurs. Hein. Franchement, avoir repris la boxe, faire de la boxe avec Mhm. les potes, génial, j'adore. Honnêtement, mon taf, je t'avoue, travailler avec les élèves, je me marre jamais autant que quand je suis avec mes élèves et mes classes, même si des fois j'ai envie de les lancer par la fenêtre, ce qui peut arriver. Mais au final, c'est franchement toujours des moments qui me font pire du bien et qui me font beaucoup sourire. Et ouais, les amis, la famille, la musique maintenant aussi, j'ai repris la musique à fond, mais franchement beaucoup de choses, hein. Même manger, me m'être fait un pur bon plat à la maison où j'ai passé 2 ans en cuisine, je te jure, ça me fait du bien, quoi, clairement. Nice, c'est bien. Ouais, Bah, merci beaucoup, Franche. mais mec, avec Tu plaisir, déchires. hein, à fond. Merci à toi. Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Les musiques d'intro et d'outro ont été composées et enregistrées par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou autres, et sortira au gré du vent et de mon rythme personnel, mais si possible au moins une fois par mois. Vous pouvez me trouver sur Instagram à prête-moi-ta-voix.podcast. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des choses à dire ou si vous voulez témoigner dans le podcast. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt.